Merci, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Chief AI Officer de WinePoint. WinePoint, on est un cabinet de conseil de technologie. On est à peu près 3500 personnes dans le monde. On a plus de 300 experts en data et en IA. Et donc, je pilote nos activités dans l'intelligence artificielle. Il se trouve que j'ai aussi un background dans le monde des médias et des industries créatives. Donc, ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous faire un petit panorama de l'état de l'art, des modèles utilisés dans ces secteurs. Alors, je vais me concentrer, en fait, il y a plein de modèles, vous le voyez là. Donc, je vais mettre de côté tout ce qui est modèles de langage, qui sont évidemment très utilisés dans toutes les industries, donc dans les industries créatives. Je vais mettre de côté aussi les modèles liés à l'audio, au son, parce que ça ferait beaucoup. Et on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur des modèles de génération d'images, de vidéos et de 3 dimensions. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y en a de plus en plus et que ça s'accélère depuis les années 2022, 2023, comme dans le reste de l'IA générative. Alors, je ne vais pas tous les présenter, mais on va zoomer sur quelques-uns. On va commencer par les Variational Auto-Encoders, ça date de 2013, c'est une brique très importante et ça utilise déjà un concept qu'on va retrouver beaucoup en IA générative, quelle que soit la matière avec laquelle on travaille, c'est la notion d'auto-supervision, c'est-à-dire que c'est des modèles qui s'entraînent sans avoir besoin de données qui ont été annotées par des humains. Là, en l'occurrence, on va fournir plein d'images à un Variational Auto-Encoder, il va les détruire, pour les encoder dans un espace latent de plus faible dimension, et il va apprendre tout seul à retrouver l'image d'origine, donc avec un encodeur, puis un décodeur. Et voilà, donc un des premiers usages de ces Variational Auto-Encoders, c'est tout simplement que c'est très fort pour compresser des images, pour compresser des vidéos, et on va retrouver ce modèle ailleurs, puisque c'est une brique de base. Alors, une autre brique qui est très connue, ça date plutôt de 2014, c'est les GAN, donc les Generative Adversarial Networks. Ils sont composés d'un générateur et d'un discriminateur qui sont entraînés conjointement. Donc comment ça marche? Un générateur, il va prendre un vecteur aléatoire de départ de faible dimension et il va apprendre à partir de ça à créer une image qui va ressembler à un jeu d'entraînement de plein d'images qui sont toutes des images un peu similaires. Donc c'est soit des visages, soit des chats, soit des arbres, enfin un peu les mêmes objets. Et contre lui, vous allez avoir un discriminateur qui va lui essayer de deviner si l'image qu'il voit est une image réelle, donc du jeu d'entraînement, ou si elle a été synthétisée, donc elle est synthétique, synthétisée par le discriminateur, et en faisant tourner ces modèles l'un contre l'autre assez longtemps, ça finit par converger vers quelque chose qui génère des choses très puissantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un GAN et donc on a un générateur, ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut on peut friser ce générateur, geler ses paramètres et l'utiliser pour essayer de retrouver un vecteur de départ qui va générer une image qui n'a pas synthétisé, mais qui est une image réelle. Donc je prends par exemple le visage de quelqu'un dans la salle, je vais le donner à mon générateur et je vais essayer de trouver un vecteur de départ et je vais descendre des gradients sur l'espace vectoriel latent des vecteurs de départ et petit à petit je vais trouver un vecteur qui va permettre d'approximer le visage de la personne réelle. Donc on peut revenir d'une certaine manière, on peut inverser le process du générateur et ensuite on peut jouer avec ça pour essayer de générer des images de personnes âgées ou de personnes jeunes et donc trouver dans l'espace de représentation vectorielle quelles sont les dimensions qui jouent sur l'âge, par exemple, ou qui jouent sur le sourire, ou qui jouent sur le genre. Et donc ça permet de travailler l'intérieur sémantique des images, et notamment de vieillir ou de rajeunir les gens. Alors, une des difficultés, c'est que le vecteur de départ, il est de faible dimension, et donc mon générateur, quand il va prendre ce vecteur approchant une image réelle, il ne va pas ressembler complètement à l'image réelle. Ça va être une belle image, mais elle va être un peu déformée par rapport à l'image réelle. Donc, pour travailler en production dans un film et utiliser des techniques de de-aging, il y a d'autres modèles, et notamment un modèle qui a été développé par Disney en 2022, qui s'appelle Face Reaging Network. Et donc Face Reaging Network, c'est intéressant parce que c'est un GAN qui a été modifié. Il part plus d'un vecteur de faible dimension, et le générateur est ce qu'on appelle un UNet. Un UNet, c'est quoi? C'est un modèle qui est un traducteur d'image. Il prend
une image de départ, il la déconstruit, il la reconstruit et l'image d'arrivée est exactement de la même dimension que l'image de départ. Alors ça a été utilisé au départ pour faire de la segmentation d'images médicales, pour trouver des tumeurs, etc. Mais c'est très utilisé dans les industries créatives, par exemple pour coloriser des images. Vous avez un modèle qui s'appelle Pix to Pix, donc ça veut bien dire je traduis une image, et il apprend pour chaque pixel de l'image de départ de changer sa couleur. Et donc là, on l'utilise de la même manière, sauf que ce générateur, il va non pas changer la couleur d'un pixel, mais il va changer son âge. Voilà. Face à lui, il va avoir un discriminateur pour voir si l'image réalisée a l'air réelle ou pas. Et pour s'entraîner, on va lui proposer des images synthétiques qui ont été générées par le GAN que j'ai expliqué juste avant et avec lesquelles on aura joué sur les âges qui permettent de générer un jeu infini d'images d'entraînement. Ça marche plutôt pas mal. Vous avez cet acteur dont vous avez peut-être entendu parler, qui joue un jeune premier dans Indiana Jones et en fait il a 80 ans. Donc c'est assez bluffant. Alors, une autre brique de base dans la génération d'images, ce sont les diffuseurs. Les modèles de diffusion, vous en avez certainement entendu parler. Ça s'inspire d'un principe de thermodynamique qui est lié à la diffusion de la chaleur, la diffusion de l'entropie, la diffusion du désordre ou du bruit. On va appliquer ce principe-là à des images. Donc, on prend une image de départ. Et pareil, c'est toujours de l'autosupervision. Donc, on n'a pas besoin de données qui ont été annotées par des humains. C'est un modèle qui va casser des images de départ et qui va essayer de les reconstruire. Donc là, pour les casser, il va y ajouter peu à peu du bruit. Donc il va diffuser du bruit et il va apprendre, et ça c'est un principe de thermodynamique, normalement on ne peut pas réduire l'entropie et revenir en arrière, sauf quand on ajoute de l'énergie. Là c'est un peu comme si on donnait de l'énergie au modèle pour qu'il apprenne le bruit qu'il vient juste d'ajouter. Et donc à partir d'une image bruitée, il est capable de trouver une image d'origine qui a une très forte vraisemblance. C'est un peu comme si... quand vous voyez une image floue, vous reconstruisez mentalement l'image de départ. Lui, il arrive à faire ça à chaque étape de bruitage. Et petit à petit, à partir d'une image qui est complètement bruitée, il peut reconstruire quelque chose qui a une forte vraisemblance dans les images du quotidien, en tout cas qui ressemble à un jeu d'entraînement. Ce qui est important dans ce type de modèle aussi, c'est que c'est assez lourd à entraîner. Et donc, pour réduire les temps et les coûts de calcul, on utilise ce qu'on appelle la diffusion latente. Et c'est là que vous retrouvez notre variational autoencoder. C'est-à-dire qu'il y a un VAE qui est inclus dans le pipeline, ce qui va permettre à notre modèle de diffusion de travailler non pas sur des images réelles, mais sur leur représentation dans un espace latent de beaucoup plus faible dimension, ce qui réduit énormément les coûts de calcul. Quand vous prenez un Stable Diffusion, vous avez à peu près 1 milliard de paramètres, ça fait de l'ordre de 4 gigas, ça peut tenir dans votre téléphone et tourner en mode déconnecté, ce qui est colossal. Enfin, c'est assez bluffant par rapport à des modèles de langage qui sont impossibles à faire tenir sur un téléphone ou un ordinateur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut guider la génération de ces images. Si vous mettez un diffuseur sans le guider, il va générer une image vraisemblable, mais qui ressemblera pas forcément à ce que vous aviez envie de montrer. Donc on peut le guider tout simplement par une image, en lui demandant que son image de sortie a une certaine proximité avec une image d'entrée. On peut aussi le guider avec du texte. Et ça marche comment? Ça marche avec un autre algorithme qui est très utilisé, qui s'appelle Clip, qui a été développé par OpenAI. Et Clip, c'est un encodeur de texte qui encode aussi des images, et il les encode dans le même espace le même espace de représentation. Donc on arrive à représenter des images et des textes dans un même espace latent. Et du coup, vous pouvez forcer votre modèle de diffusion à converger vers une image qui a le même encoding qu'un texte, un prompt textuel que vous lui avez fourni, ce qui le force à créer une image qui ressemble à ce que vous lui avez demandé par écrit. Donc ça, c'est impressionnant. Il y a une autre technique qui est assez récente, c'est ControlNet, qui a été développée en 2023. Et donc ControlNet, c'est un modèle de diffusion amélioré parce que lui, il va apprendre non pas à ressembler à une image dans l'absolu, mais à retenir que quelques caractéristiques de cette image. Par exemple, vous avez des ControlNet spécialisés dans les contours, d'autres qui sont spécialisés dans les poses humaines. Et donc là, on a fourni une image de départ qui était notre logo, et on a pris un ControlNet de contours, et il a généré des images en respectant juste les contours. Et donc vous voyez qu'on a des beaux logos spatiaux ou fleuris qui ont été générés par ces modèles de diffusion. Donc là, évidemment, les entreprises qui développent ça, vous les connaissez. C'est OpenAI avec DALL-E, qui d'ailleurs, ils ont annoncé DALL-E 3. C'est Midjourney, que vous utilisez forcément. C'est Pimento. Pimento, c'est une start-up française qui développe des outils pour les designers et qui vont bientôt annoncer une belle levée de fonds et leurs nouveaux produits.
Voilà. Alors, au-delà des modèles de diffusion, vous avez aussi d'autres techniques pour générer des images. Il n'y a pas que les diffuseurs, et on peut aussi utiliser des transformers. Les transformers, vous les connaissez parce qu'on les utilise beaucoup dans les modèles de langage. GPT 3.5, tout ça, c'est basé sur des transformers. Ici, ça marche aussi pour des images. Alors, la différence, c'est que ça va s'appuyer sur une représentation dans un espace latent qui, lui, va être discret. Tout ce que je vous ai expliqué avant, c'était plutôt sur des espaces latents continus. Là, c'est des espaces discrets, et donc on arrive à tokeniser des images. Le concept de token est très utilisé en langage, on peut l'utiliser en image aussi. Et ensuite, ça fonctionne à peu près pareil qu'un modèle de langage, c'est-à-dire qu'il va s'entraîner en détruisant des images, donc en masquant certains tokens, de même qu'un LLM, un modèle de langage, va s'entraîner en masquant certains tokens, donc certains mots, et essayer de les retrouver. Là, il va s'entraîner en masquant certains tokens de représentation latente de l'image et s'entraîner à les retrouver. Voilà. Et de même manière, on peut l'entraîner sur des paires images-légendes. Il y a des bases, des datasets d'entraînement. Là, c'est celui d'Imagen qui fait 460 millions de paires images-légendes et qui permet de faire des liens entre du texte et des images. C'est assez puissant. Donc, Muse et StyleDrop, ça a été développé par Google et c'est assez puissant notamment pour encoder. Cet tokenizer, c'est assez puissant pour encoder le style. Et là, vous avez un exemple. Vous prenez un style, une image de départ, et vous lui demandez n'importe quoi, et ça va être dans le même style. Et ça, c'est StyleDrop, et qui date de 2023. Voilà, alors un autre modèle qui est très utilisé dans les médias, les industries créatives, vous en avez entendu parler il y a 10 jours avec Agen qui est un traducteur automatique. Ça marche comment? C'est un modèle qui s'appelle Audio Driven Facial Animation. Et en fait, c'est relativement ancien déjà, hein, je crois que ça date de 2017. C'est un modèle qui a appris à associer des phonèmes à des visèmes. Des phonèmes, c'est quoi? C'est quand je parle, c'est des syllabes, etc. Enfin, c'est un concept linguistique qui est étudié depuis assez longtemps. Et les visèmes, c'est les expressions faciales quand une personne parle. Et donc, quand on a un modèle qui s'entraîne en prenant la bande audio d'une vidéo où il y a des gens qui parlent, il apprend petit à petit à associer des phonèmes à des visèmes et donc à apprendre pour un son donné, donc pour un texte donné qui peut être transcrit en son derrière, il apprend à reconstituer l'expression faciale en face. Et ça marche assez bien. Stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. Là, ce qui est marrant, c'est que on lui a même demandé de ne mettre aucune langue, et donc il a recréé une expression muette. Donc elle parle pas, mais elle a quand même les expressions émotives de l'actrice d'origine, et elle a la même voix. Donc il y a 2 startups qui font ça. Il y a Agen, dont vous avez entendu parler dans la presse récemment, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Vous avez Flawless, qui est plus dans le B2B, qui travaille avec des sociétés de production. Voilà, et ça pose beaucoup de questions, notamment pour les acteurs de doublage. Alors, un autre modèle qui a pas mal fait parler de lui récemment, c'est Meta qui l'a développé, ça date de 2023, Segment Anything. Ça, c'est intéressant parce que déjà, c'est pas un modèle autosupervisé. Pour le coup, il a vraiment eu besoin d'avoir des annotations humaines. Donc, il y a eu un dataset d'entraînement avec quelques centaines de milliers de paires images avec les masques correspondants. Il y a une première version de Segment Anything simplifiée qui s'est entraînée là-dessus. Et ensuite, cette version a été utilisée pour prédire des masques sur un volume plus conséquent d'images. Et là, il y a des annotateurs humains qui ont corrigé les résultats de ce modèle simplifié. Et ces corrections ont servi à entraîner un modèle plus puissant. Et il y a eu plein d'itérations comme ça, je crois qu'il y a eu jusqu'à 6 itérations, ce qui a permis d'avoir un modèle très 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 puissant. Et ce modèle a été utilisé pour créer un jeu public de paires images masques qui a plus de 1 milliard de masques. Donc c'est assez impressionnant. Et là, vous avez des exemples d'applications possibles. On pourrait identifier des objets dans une image ou dans une vidéo pour les éditer, les modifier, faire du placement de produits publicitaires, voire tout simplement faire un lien avec une marketplace. Donc là, vous avez une startup qui s'appelle AI Lens qui propose ce genre de choses, alors que ce n'est pas exactement avec le même modèle, mais c'est les mêmes concepts sous-jacents. Alors évidemment, Google est aussi sur la course pour développer ce type d'outils. Là, on rentre un peu dans le vif du sujet avec la création vidéo. Donc là, c'est un modèle qui est développé également par Meta. Et comment ça marche? En fait, il y a 3 modèles là-dedans.
qui sont entraînés indépendamment les uns des autres. Vous avez d'abord un modèle de diffusion, celui que j'expliquais tout à l'heure, qui va, à partir d'un prompt textuel, générer une image. Donc là, en l'occurrence, vous avez une image d'un chevalier qui chevauche un cheval à la campagne. Et il y a un autre modèle qui, lui, va ajouter une couche spatio-temporelle. Et donc ça, c'est un modèle qui est entraîné sur plein de vidéos, qui apprend, à partir d'une image statique, à l'animer. Donc il va, en s'entraînant sur plein de scènes vidéo, comprendre comment une image peut se déformer dans le temps, avec notamment deux techniques à l'intérieur. Une convolutive, donc il va apprendre des convolutions temporelles, c'est-à-dire c'est un peu comme les modèles de convolution. Il va apprendre des liens entre un début de vidéo et la fin d'une vidéo. Et il va utiliser aussi un mécanisme d'attention. Le mécanisme d'attention, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, c'est une des briques de base des Transformers, qui permet de faire des liens entre le début et la fin d'une phrase. Ben là, pareil, il va utiliser des mécanismes d'attention pour faire des liens entre un bout d'un début d'une vidéo et un bout d'une fin d'une vidéo. Et donc ça lui permet d'avoir une couche spatio-temporelle pour animer une image statique. Voilà. Donc là, il a quelques frames de vidéo qui sont créés avec ça. Et ensuite, il y a un troisième modèle qui va lier les frames, les trames les unes avec les autres pour avoir une vidéo qui est un peu plus fluide, un peu plus continue. Alors, ça marche plutôt bien. Un des inconvénients de ce type de modèle, c'est que la génération, vous ne pouvez pas la guider dans le temps. En fait, la génération, elle est statique, puisque vous générez une image avec le modèle de diffusion, et ensuite, les autres modèles, ils animent une image statique. Mais par exemple, si vous voulez dire, vous avez un cavalier qui regarde à gauche, puis à droite, puis s'arrête quand il voit un piéton, ben, ce modèle-là n'est pas capable de le faire parce qu'il est la diffusion ne prend pas en compte l'évolution temporelle du prompt textuel. Donc ça fait partie de travaux de recherche. Mais on peut le voir en action avec ce petit court-métrage qui a pas mal fait parler de lui et qui s'appelle The Great Cat Spy. In a world of glamour and intrigue where nothing is quite as it seems, one chance encounter leads to a night of unforgettable adventure and romance. The music, the atmosphere, it's like stepping into a whimsical dream. Care to dance and make this dream even more enchanting, madame? Featuring stunning dance performances, unexpected twists, and a touch of feline elegance. Bon, je ne vais pas aller au bout parce que la vidéo est un tout petit peu plus longue. Ça a été développé avec Runway. Runway pour la vidéo, ChatGPT pour la création du texte et Eleven Labs pour la création des voix. Donc c'est entièrement généré par un IA, sauf qu'il y a quand même énormément de travail humain. Un travail de 3 jours à peu près. Et donc pour générer cette vidéo qui fait à peu près 3 minutes, en fait, elle n'a pas été générée en une fois. C'est des petits bouts de vidéo, chacun de 4 secondes qui ont été générés. Et il y en a peut-être 500 qui ont été générés et ils ne collaient pas bien les uns avec les autres, donc il n'y en a que 10% qui ont été retenus à la fin pour faire un film qui se tient à peu près. Et on retrouve un peu les inconvénients des modèles de diffusion que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a des artefacts, vous avez des yeux qui clignotent, des doigts qui sont un peu bizarrement formés, etc. Donc ça fait partie encore des axes de progrès de ce type d'outils, développés donc par Meta, aussi beaucoup par YouTube, qui a annoncé, Google, qui a annoncé par exemple un outil pour faire des fonds vidéo pour tous les YouTubeurs. Par IA générative. Voilà, alors un autre domaine qui intéresse beaucoup les industries créatives, et en particulier les jeux vidéo, c'est la 3D. Et pour la 3D, vous avez un modèle de base qui s'appelle NeRF, pour Neural Radiance Field. Et là, c'est une toute autre technique. Donc, comment on crée un NeRF? Vous prenez plein de photos en 2 dimensions par définition d'une même scène. Ça peut être d'ailleurs une vidéo d'une scène où vous tournez, ça vous crée différentes frames de la même scène, donc vous voyez sous différents angles. Et donc pour chaque pixel, donc chaque point de l'espace et chaque angle de vue, vous avez des images qui vous donnent 2 variables qui sont utilisées par le NeRF, qui sont la radiance des pixels selon le point de vue que vous avez pris, et la radiance c'est la couleur, la luminosité, et vous avez aussi sa densité, c'est-à-dire sa capacité à absorber ou à réfléchir la lumière, à interagir avec la lumière. Et le NeRF, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
il va essayer de prédire pour chaque point de l'espace et chaque angle de vue la radiance et la densité. Il connaît la réponse pour un certain nombre de points, puisque c'est ceux que vous avez pris en photo sous différents angles, et le réseau de neurones, il va apprendre tous les autres points. Voilà. Et donc en fait, vous l'entraînez, pour chaque scène, vous entraînez un nerf. Vous pourriez entraîner un nerf pour plusieurs scènes, il va être meilleur pour généraliser, mais ça va vous prendre beaucoup de temps de calcul. Mais en général, en tout cas, le modèle de base, c'est pour une scène, vous entraînez un nerf. Et vous voyez, là, vous avez plein de photos de cette batterie, et ça permet de la reconstituer en 3 dimensions. C'est très efficace. Là, vous avez le Sacré-Cœur, qui était reconstitué à partir de photos, sous différents angles. Alors, vous avez comme acteur qui travaille là-dedans, évidemment, NVIDIA. NVIDIA, vous savez, est très connu par tout le monde du jeu vidéo, puisque c'est un peu leur ADN avec les GPU qui sont utilisés dans les consoles de jeu ou dans les PC de gamers. Et donc, ils ont très tôt investi sur ces questions de 3D. Blender, c'est un outil pour faire du 3D art aussi. Et donc, ils connaissent assez bien ces sujets de création 3D. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est prompter, c'est essayer de mélanger tous les concepts qu'on a eu auparavant. Donc si vous mélangez un modèle de diffusion avec un nerf, ben vous arrivez à générer une scène 3D à partir d'un texte. Donc là, c'est un petit peu technique pour y arriver, vous ne les prenez pas séparément. En fait, vous allez prendre un nerf qui est initié de façon complètement aléatoire, donc il va créer une scène qui a un bruit pur. Ce bruit va être projeté en 2 dimensions, et ce bruit en 2 dimensions, on va l'injecter dans un modèle de diffusion qui a été entraîné au préalable, et ce modèle de diffusion, il va prédire le bruit à enlever à partir du prompt textuel que vous lui avez donné, et ce bruit à enlever, il va être rétropropagé dans le nerf pour ajuster les paramètres du nerf, et ce itérativement jusqu'à obtenir une scène en 3 dimensions qui ressemble, enfin qui décrit ce que vous lui avez demandé avec du texte. Et donc là, vous avez en action le diffuseur, le nerf avec le modèle guidé par la diffusion, qui reconstruit, vous le voyez en live, ce tractopelle en Lego. Voilà, évidemment, toujours beaucoup développé par NVIDIA, et ces technologies vont permettre de créer des objets en 3D pour tous les créateurs de jeux vidéo. Voilà, alors le sommet de l'art, ça c'est un modèle très récent de Meta, c'est la création de vidéos en 3D. Et donc là, on va mélanger tous les concepts qu'on a évoqués jusqu'à présent. Donc le nerf guidé par un modèle de diffusion, sauf que là, on va essayer de travailler en 4 dimensions et mélanger ça avec un générateur de vidéo. Et donc on va avoir un nerf 4D. Qu'est-ce que c'est qu'un nerf 4D? C'est un nerf en 3 dimensions, mais auquel on ajoute une 4e dimension qui est celle du temps. Et donc là, de la même manière, il va modéliser la radiance, la densité, mais aussi la dynamique temporelle de chaque point de l'espace. Et on va l'initier de façon aléatoire. Il va être projeté en 2D. Il y a le modèle de diffusion d'un make vidéo qui va prédire le bruit et le rétropropagage. Et puis il y a les autres couches de make vidéo qui sont la couche spatio-temporelle et la couche d'interpolation des frames qui vont recréer une image animée, ce qui permet d'avoir des images 3D dynamiques. Et vous les avez à droite avec ce renard qui joue au jeu vidéo, Scorgi qui joue avec une balle. Donc voilà un peu l'état de l'art sur ces modèles. Alors il y en a plein d'autres qui sortent chaque semaine. Donc là je vous ai mis un peu les briques de base. C'est un peu difficile à suivre. Sur la 3D, il y a plein d'autres techniques qui sont aussi utilisées. Et il y a plein de questions qui sont posées sur comment on optimise les modèles, comment on fait pour qu'ils coûtent moins en temps de calcul, qu'ils soient beaucoup plus rapides à exécuter et qu'ils aient des performances en très haute définition pour être mis en production par les professionnels. Voilà. Alors un dernier modèle qui est intéressant, ça c'est un autre concept, c'est celui de l'interrogation d'image. Voilà. Et comment ça fonctionne? Vous allez prendre une image, vous appuyez sur l'encodeur conjoint texte-image qui s'appelle Clip que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va créer un embedding de ces images. Et quand vous avez des embeddings, vous avez un outil qui est assez bon pour, par exemple, des tâches de classification. Et donc vous allez essayer de classifier l'image par rapport à tout un tas de tags que vous allez lui fournir, et il va dire voilà, cette image elle correspond à tel tag, etc. Donc vous allez générer des tags à propos d'une image grâce à cet encodeur. Et puis vous avez un autre modèle qui est un peu inspiré de Clip qui s'appelle Blip. C'est pas juste un encodeur, c'est aussi un décodeur. Donc c'est les concepts un peu classiques des transformers. Un encodeur, ça vous permet de générer un embedding.
Et le décodeur, lui, il vous permet de régénérer derrière les données de départ, en l'occurrence du texte. Et là, comme vous avez un encodeur qui est multimodal, ben, il est capable de générer du texte à partir d'une image de départ. Et donc on utilise Blip pour générer des légendes, et on va, en augmentant un peu la température, on va lui demander de générer plusieurs légendes pour la même image, parce qu'il y a toujours une petite dose d'aléatoire. Et donc là on a un jeu de tags, on a un jeu de légendes qui sont attribuées à une image par ces modèles Clip et Blip, et ensuite il suffit de poser des questions à ces tags et à ces légendes avec le modèle de langage de votre choix pour poser des questions à une image. Alors évidemment ça marche pour des images, mais on peut faire la même chose pour des projections 2D de NERF, on peut faire la même chose pour des images statiques issues d'une vidéo, et donc on peut aussi interroger des modèles 3D, des modèles vidéo 3D avec ce type d'outil qui est très intéressant, par exemple pour la Bibliothèque nationale de France, qui a une collection d'images qui est très difficile de fouiller. On ne sait pas trop ce qu'elle représente. Alors des fois il y a un contexte, il y a quelques métadonnées, mais c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir utiliser ce type de modèle pour poser des questions directement aux images et pour les indexer de façon beaucoup plus puissante. Et puis pour l'INA, pareil, qui a un énorme patrimoine radiophonique et audiovisuel. Nous on travaille avec l'INA justement pour des questions de découvrabilité, des pastilles de vidéos, des sujets dans un JT par exemple en 1950, pour pouvoir l'interroger et savoir de quoi ça parle. Voilà, alors tout ça, ça fait qu'il y a de plus en plus de cas d'usage sur l'ensemble de la chaîne de valeur des médias. Du côté de la création, vous avez, d'ailleurs, ça inquiète beaucoup les scénaristes. On a parlé parce qu'ils sont en train de finaliser un accord avec les studios après une très 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 longue grève historique. Mais donc l'écriture assistée, ça c'est plutôt par des modèles de langage. La génération de moodboard par des modèles d'image. Le dépouillement, c'est comment traduire un scénario en quelque chose qui est exploitable par un directeur de production, donc comprendre dans un scénario de quel décor vous avez besoin, de quels costumes, quels sont les costumes que la costumière doit aller chercher pour habiller les acteurs. Vous avez évidemment de l'édition, de la modification d'objets, de la génération de décors, le rajeunissement d'acteurs, même des stars virtuelles. Par exemple, il y a quelqu'un qui est intervenu à la finale de America's Got Talent, ça c'était en live en 2022, en novembre, et c'était qui? Quelqu'un que vous connaissez sans doute, il s'appelle Elvis Presley. Et donc il était reconstitué de façon complètement virtuelle par une start-up qui s'appelle Métaphysique, qui travaille un peu sur les lunettes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Dans l'édition, une fois que vous avez votre contenu, vous pouvez ajouter des sous-titres, du doublage, mettre des animateurs, adapter les formats, faire de l'archivage sémantique, créer des documents marketing. Quand vous voulez diffuser ça, vous pouvez créer des bandes annonces, des fiches de contenu, des variations sur les vignettes sur votre site web ou sur votre appli. Et puis pour vos deux typologies de clients, quand vous êtes un média ou une industrie créative, vous faites souvent de la pub et vous avez évidemment un public. Et donc là, vous avez des cas d'usage autour notamment de, pour la publicité, la génération de publicité tout simplement, le placement de produits, le service client augmenté, sémantique, etc. Et pour le public, vous avez pareil la recherche sémantique, la recommandation sémantique, le compagnon virtuel. Par exemple, Spotify, ils ont créé un AI DJ. Donc c'est un DJ complètement virtuel qui vous raconte la musique que vous écoutez, comme si vous étiez en boîte. Voilà. Donc si vous voulez accélérer sur les génératives, on est là pour ça. On a un certain nombre de références dans ce secteur et dans d'autres. Merci. Votre dernière slide, par contre, on ne l'a pas vue. Elle n'est pas diffusée, semble-t-il. Ouais. Étonnant. En plus, c'est votre promotion, donc ce serait dommage de pas. Voilà. Vous pouvez nous l'expliquer rapidement ? Alors oui, donc nous, on est très actifs en IA. On a un certain nombre de laboratoires communs avec des chercheurs. Un sur le langage avec Télécom Paris qui s'appelle Thalia, traitement automatique du langage naturel. Un plutôt sur les implications éthiques et philosophiques de l'IA avec l'ESSEC qui s'appelle l'ESSEC Metalab. Un plutôt sur l'IA appliquée pour l'industrie et notamment le edge computing, l'IA légère embarquée. Et ça, c'est avec le CEA. On est assez reconnu sur le marché. On est régulièrement cité dans la presse et on intervient dans pas mal d'événements. On a beaucoup de partenaires, alors évidemment les grands clouders américains, mais aussi les acteurs de l'écosystème français ou franco-américain, donc Gingface, Lighton qui est français, Pimento que j'évoquais tout à l'heure, DataIQ évidemment.
Mistral que je vois ce soir. On a pas mal d'experts en data IA, mais aussi des experts métiers sur plutôt des activités de conseil amont, avant de delivery qu'on peut faire de bout en bout. On a plein de références et on a développé nos propres actifs en IA avec des offres sectorielles, des offres par métier, des banques de prompts, des outils pour interroger des documents, pour résumer des documents, pour analyser des contrats, un dictaphone intelligent. On a notre propre école certifiante, donc si vous voulez suivre des formations sur l'IA, vous êtes bienvenus à l'école OnePoint. On a des outils pour comparer des modèles, licence fermée versus open source, combien ça coûte, en fonction des capacités de calcul qu'on a, etc. À partir de quel volume d'usage, c'est plus intéressant de basculer en open source versus un modèle fermé. On a des calculateurs d'impact carbone, de coût carbone des modèles également. Donc voici un certain nombre des actifs qu'on a développés. Merci. Applaudissements. Et on va passer au jeu des questions-réponses. Merci Nicolas. Si vous me permettez une réflexion, moi j'ai un peu de bouteille, ça fait 20 ans que je suis journaliste, ça fait 45 ans que je travaille. Ce que vous m'avez présenté, moi ça m'effraie. Et pourtant c'est génial. Comment vous réagissez par rapport à ça ? L'IA générative, c'est à la fois fascinant et très effrayant, en effet, parce qu'il y a plein de questions éthiques qui sont soulevées par ça. Il y a 2 grandes grèves aux États-Unis en ce moment, une de la guilde des scénaristes, une de la guilde des acteurs. Et un des sujets de la grève, c'est pas le seul, mais c'est un des sujets, c'est attention, est-ce que les producteurs vont pas utiliser l'IA à notre détriment pour écrire des scénarios à la machine sans rémunérer d'auteurs humains derrière, pour remplacer les acteurs, pour remplacer les gens qui font les doublages. Voilà, les acteurs de voix, ils sont très 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 inquiets par le Agen, la start-up dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, ça pose plein de questions et ça, du coup, appelle un certain nombre de réponses en termes de régulation, en termes de garde-fous, etc. Donc ça, c'est un des enjeux éthiques. Il y en a plein d'autres avec les fake news et on peut approfondir celui que vous souhaitez. Oui, alors on va voir s'il y a des questions, mais juste une 2 secondes réflexion. Ce que vous nous avez montré, il y a 5 ans, ça n'existait pas. On ne le voyait pas encore. Il y avait des choses qui existaient. Il y avait déjà des prémices, les trucages et un certain nombre de choses que l'on voyait au cinéma, à la télévision, etc. Et alors, il y a une accélération. Vous l'avez évoqué. Il y a plein de choses qui sont encore en train de se créer aujourd'hui qu'on n'a pas vues, là. Comment vous voyez l'avenir ? Je vais faire parler un acteur célèbre. Un acteur qui s'appelle Tom Hanks. Et Tom Hanks, il va sortir un film l'année prochaine. Un film qui s'appelle... Here, je crois. Et il tourne dans ce film, alors je ne sais plus l'actrice, mais c'est la même actrice que dans Forrest Gump, avec qui il a tourné une fois précédemment, et c'était il y a 30 ans. Et donc ils se retrouvent là, et ils sont rajeunis par l'IA, avec 30 ans de moins dans le film qui sort en 2024. Et ce qu'a dit Tom Hanks, il a 67 ans aujourd'hui, et il a dit qu'il allait continuer à tourner des films après sa mort. Donc voilà ce qui va se passer, probablement. C'est des stars intemporelles, ce qui pose plein de questions sur le star system, sur l'émergence des nouveaux talents, etc. Tout à fait. Et puis alors de se projeter comme ça, c'est quand même... Après ça va dépendre des personnes qui vont exploiter son image. C'est une autre problématique. Y a-t-il des questions ? Il y a une agence, justement, il a confié ses droits virtuels à une agence qui est la Creative American Agency, qui est d'ailleurs en train d'être achetée par la famille Pinault. Ok. Bon, il a dû vendre ça cher. Allez, y a-t-il des questions ? Alors, pas de questions ? Vous nous avez montré tellement de choses qu'on est dans le rêve presque quelque part. Moi, je voudrais vous poser une question plus simplement. Ce que vous nous avez montré là, ça nécessite des équipements. Vous avez parlé de NVIDIA, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Ça nécessite beaucoup de ressources, de la consommation d'énergie. Est-ce qu'on peut arriver à je sais pas comment on peut gérer cette problématique aujourd'hui qui est celle de ces ressources nécessaires pour générer de l'IA? Alors, en fait, c'est la question environnementale, du coût énergétique qui est posée derrière, et il y a plusieurs façons d'y répondre. Donc, effectivement, ces développements technologiques, ça coûte de plus en plus de capacités de calcul. D'ailleurs, il y a une espèce de guerre sur les dernières puces de NVIDIA, ce qui force les chercheurs d'ailleurs à travailler sur des modèles un peu moins gourmands en énergie. Il y a un papier de recherche des Chinois qui n'ont plus accès à NVIDIA, qui ont trouvé un moyen d'entraîner des LLM de façon beaucoup plus frugale.
avec des assez bons résultats. Donc les éléments de réponse, en fait, il y a deux dimensions. Il y a utiliser l'IA pour réduire le coût environnemental d'autres activités. Et donc, en l'occurrence, parmi les modèles que je vous ai présentés, le modèle Variational Autoencoder qui est très bon pour compresser des images, très bon pour compresser des vidéos. Mais en fait, c'est très utile parce que le coût carbone de streaming de Netflix ou du porno, qui est encore plus fort que Netflix en usage, ça coûte assez cher en environnement. Et donc, ces outils de compression, ça permet de réduire l'empreinte carbone d'usage du quotidien du monde entier. Donc ça, c'est utiliser l'IA pour réduire l'impact environnemental. Et puis ensuite, il y a comment rendre l'IA moins gourmande en carbone. Et là, il y a un certain nombre de réponses. Donc déjà, travailler sur des espaces latents, comme les modèles de diffusion latente. Comme je vous ai expliqué, ça permet de travailler sur des choses qui coûtent moins en nombre de paramètres, donc en calcul, et qui tiennent sur des devices plus petits. Donc ça, c'est un élément de réponse. La communauté open source est très active pour justement optimiser les modèles de façon à diminuer les besoins en nombre de paramètres, en coûts, calcul, etc. Et puis, vous avez aussi à prendre en compte où est-ce que vous allez faire tourner vos modèles. Si vous faites tourner des modèles dans un pays où l'électricité est très carbonée, si vous le faites tourner aux États-Unis, si vous le faites tourner en Chine, ça n'a pas du tout le même coût carbone que si vous le faites tourner en France sur des data centers français. Et donc, on a notre carte à jouer. D'ailleurs, Xavier Niel vient d'annoncer un investissement de 200 millions via Scaleway, notamment pour des capacités de calcul en France. Tout à fait. Alors, y a-t-il une question? J'essaye de voir. Non? Écoutez, ce que je vous propose, on arrive au terme de votre intervention. Donc, merci à vous. On va renouveler nos remerciements et nos applaudissements pour votre incroyable démonstration.